Ok, bonjour à Bonjour. tous, bienvenue à ce deuxième épisode de Je suis nul en histoire, mais je me soigne, enfin le podcast de tous les incultes qui veulent l'être un petit peu moins. Et j'aspire, grâce à Frédéric, à réduire mon inculture. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric, aujourd'hui, je voulais parler avec toi de quelque chose que j'ai lu dans l'actu, parce que j'essaie de suivre l'actualité pour réduire mon inculture. Et j'ai vu que notre cher ami Vladimir Poutine avait été, entre guillemets, poursuivi. Il y a eu des mandats d'arrêt qui avaient été émis contre lui par la Cour pénale internationale. Et je me suis dit que tu pourrais nous renseigner sur comment fonctionne la justice internationale, qu'est-ce que Oui. c'est, d'où ça vient, comment ça a apparu, comment ça fonctionne aujourd'hui, les réussites, les échecs, et qu'on fasse un petit bilan de tout ça pour mieux comprendre la géopolitique moderne grâce à l'histoire. D'accord. Alors, il faut peut-être faire le tri, parce que quand on parle de justice internationale, on parle de quelque chose qui est très vaste. Il y a la justice pénale internationale, qui donc poursuit des individus qui ont commis des actes répréhensibles, soit directement, soit indirectement, comme un chef d'État. Et puis, il y a la justice internationale, qui simplement règle les différends entre États. Alors, on va peut-être expédier D'accord. cette deuxième partie parce que c'est peut-être la plus simple. C'est-à-dire que les États, quand ils ont des accords entre eux, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Bah, déjà la diplomatie, hein, se mettre autour d'une table. Hein. Quand les diplomates n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça peut être l'arbitrage, c'est-à-dire faire appel à un arbitre, hein, qui peut être secrétaire général de l'ONU, qui peut être le pape, qui peut être la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre maintenant, etc. N'importe quelle personnalité ou une chambre spéciale, il y a une cour permanente d'arbitrage. La troisième solution, eh bien, c'est de prendre les armes et puis de régler ça sur le champ de bataille. Bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Et la quatrième solution, c'est de recourir à un tribunal international qui est chargé de régler les différents traités. Alors, le principal tribunal compétent dans ce domaine-là, c'est la Cour internationale de justice, hein, la CIG. Alors, souvent, on la confond avec la Cour pénale D'accord. internationale parce que toutes les deux sont à La Haye. Alors, on parle de la Cour de La Haye. Bon, la Cour internationale de justice, c'est quelque chose qui a été créé en même temps que l'ONU, en 1945, et qui n'a que pour seul rôle de régler les différends entre États. Je ne suis pas d'accord avec la République de machin chose sur la limitation des frontières, sur l'espace maritime, sur le fait un de mes ressortissants a été malmené, etc., etc. Si je suis un État bien élevé, je vais à la Cour internationale de justice qui tranchera le différend. Bon, elle en tranche en général 4 à 5 par an. Hein, c'est pas non plus, c'est pas le tribunal correctionnel de Bobigny, mais c'est souvent des affaires quand même assez complexes qui nécessitent des expertises, des contre-expertises, etc. Et le jugement qui est rendu, finalement, il n'y a aucune police pour le faire appliquer. C'est simplement que les deux États ont convenu de respecter la décision. Si finalement il y en a un des deux qui décidait, bah non, je suis pas d'accord, bah, il y a mis à part l'opprobre des autres États, il n'y a rien d'autre pour le faire changer d'avis. Alors il y a d'autres tribunaux régionaux pour traiter ce genre de choses. Il y en a un en Europe qui s'appelle la Cour de conciliation et d'arbitrage, mais bon, dont l'activité est pour le moins extrêmement réduite, sinon quasiment nulle. Très naïvement, cette Cour internationale de justice, ça marche pas? Est-ce que ça réussit à éviter justement l'escalade d'un conflit? Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner un petit peu? Oui, oui, oui. Souvent, c'est lié à des espaces maritimes, des contestations sur le fait que moi, mon espace maritime, il va jusque-là. Ah non, moi, le mien, il va jusque-là. Souvent, derrière, il y a des intérêts économiques parce que c'est des pêcheurs, c'est des. Donc, derrière, il y a des intérêts économiques. Il y a l'exploitation éventuellement du pétrole dans le fond de la mer, des nodules polymétalliques. Enfin, il y a tout plein de choses. Il y a plein de richesses au fond de la mer qui fait que deux États peuvent se déchirer concernant leurs frontières maritimes. Par exemple, un bel exemple, c'est entre la Croatie et la Slovénie, deux États d'ailleurs qui sont entrés dans l'Union européenne, qui n'étaient pas d'accord sur leur zone maritime,
Parce que, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand la Yougoslavie existait, le problème ne se posait pas. Hein, à partir du moment où la Yougoslavie a implosé, évidemment, les États qui l'ont remplacé se sont retrouvés à établir des frontières. C'est un peu comme si la côte du Nord et puis le Finistère devenaient indépendants. Il y aurait peut-être un problème pour délimiter les frontières maritimes entre la côte du Nord, enfin la côte d'Armor, pardon, et le Finistère. Ben là, c'était le même genre de problème. Bon, à un moment, ça a commencé à chauffer, et puis finalement, ils se sont mis d'accord pour confier leurs différends à la Cour internationale de justice. Alors, on peut jamais dire, est-ce qu'il y aura eu un conflit armé? Non, ben c'est préventif. Hein. Donc, la prévention, évidemment, on Bien peut sûr. jamais savoir. Mais c'est quand même un mode de règlement qui est à préconiser, hein, à promouvoir, et qui marche assez bien, finalement. Ok. Donc, ok. Ça, c'est la Cour internationale de justice qui règle différents traitats pour essayer de se substituer à la diplomatie lorsque la diplomatie échoue, on va dire, et pour essayer de Oui, prévenir l'escalade des conflits armés. exactement. Là, dans le cas de Poutine qu'on citait en introduction, c'est plutôt donc la justice pénale internationale, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Alors ça, c'est l'idée, elle est née à l'issue de la Première Guerre mondiale. On a voulu juger le Kaiser, hein, donc le chef d'État allemand. Dans le traité de Versailles, il y avait la possibilité de créer un tribunal pour le juger. Mais en fait, le Kaiser, il s'est réfugié aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas ont dit non, non, bah, écoutez, laissez-le tranquille. Non, on n'est pas signataire du traité de Versailles, donc on ne vous le livrera pas. Donc, ça a été un flop. Hein, ça n'a pas marché. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec des atrocités absolument invraisemblables. C'était jamais dans l'histoire du monde il y a eu une guerre aussi atroce où on s'est attaqué aux civils, où on a liquidé des populations simplement parce qu'elles étaient juives ou tziganes, etc. Et donc même pendant la guerre, les Alliés, donc à l'époque c'était les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la France, hein, étaient alliés, ont dit il faut faire quelque chose. Donc, quand la guerre sera terminée, on jugera les responsables de ces massacres. Bon. Cet accord s'est matérialisé en 1945 par la création du fameux tribunal militaire international de Nuremberg. Alors pourquoi Nuremberg? Parce que Nuremberg, c'est là où avaient eu lieu les grands rassemblements nazis. C'est là où avaient été en quelque sorte proférer pour la première fois les grandes lois, je dirais, de génocidaires. Hein. Et puis en plus, il se trouvait que le palais de justice de Nuremberg n'avait pas été bombardé. Il était encore debout, donc on pouvait le réutiliser. Bien. Ce tribunal, c'était évidemment un tribunal de justice de vainqueurs. C'est-à-dire que ce sont les Alliés qui ont créé le tribunal, ce sont les Alliés qui ont désigné les juges et les procureurs, ce sont les Alliés qui ont décidé de la procédure. Et on a mis derrière la barre les grands responsables nazis qui étaient encore vivants. Donc, il n'y avait pas Hitler, mais il y avait Göring, il y avait Keitel, il y avait tout un ensemble de personnages assez sinistres. Ils n'étaient pas bien nombreux parce que le tribunal de Nuremberg, il avait été décidé qu'il ne jugerait que les plus hauts responsables. Hein. Il y aura d'autres responsables qui passeront devant des justices moins emblématiques, moins médiatisées. Bon, ce tribunal de Nuremberg, il a eu au moins un avantage, c'est que pour la première fois, on a figé des concepts juridiques, notamment celui de crime contre l'humanité, celui de crime de guerre et celui de crime d'agression. Ils sont encore trois crimes qui forment le socle des compétences des tribunaux internationaux. Hein, on a considéré que c'était les crimes les plus importants et qu'il fallait absolument les punir. Paradoxalement, le crime de génocide n'était pas encore défini à l'époque et donc n'a pas été utilisé lors de la procédure à Nuremberg.
Bon, tout ça, ça s'est traduit par un certain nombre de condamnations à mort, puisqu'à l'époque, la peine de mort était encore en vigueur, et puis des condamnations à vie, des condamnations à des peines de prison, etc. On a fait la même chose en Extrême-Orient. C'est-à-dire que le général MacArthur, le général américain MacArthur, qui s'est emparé du Japon, donc qui a mis à bas la dictature militaire japonaise, il a instauré un tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, qui avait son siège à Tokyo. Et puis on a jugé tous les dignitaires japonais pour les atrocités qu'ils avaient commises en Chine ou dans les îles du Pacifique ou en Indochine, etc. Et là aussi, il y a eu un certain nombre de condamnations à mort. Bon. Là, c'était encore plus une justice de vainqueur, puisque bon, c'est un général américain qui a créé le tribunal et qui a mis tout en place, hein, qui a nommé les juges, les procureurs, etc. Enfin, il a demandé à des États, un certain nombre d'États, de nommer des procureurs et des juges. Alors, parce que du coup, c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'à priori, on pourrait dire que les États-Unis auraient mérité d'être jugés pour les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, que il y a tout un tas de crimes, même si bien sûr, c'est rien. Enfin, je ne vais pas dire c'est rien parce que c'est très, très dédaigneux, mais il y a la Shoah en face. Effectivement, il fallait juger ça. Mais il y a un certain nombre d'atrocités qui ont été commises contre les populations civiles qui auraient, entre guillemets, mérité d'être jugées. Exactement. Elles n'ont pas été jugées parce que c'était vraiment une justice de vainqueur. Parce on parle d'Hiroshima et Nagasaki, mais il y a Dresde qui a été complètement écrasé sous les bombes, qui n'était absolument pas un objectif stratégique. Il y a des villes même françaises qui ont été écrasées sous les bombes, comme Le Havre ou Saint-Malo, réduites en cendres, alors que c'était... Bon, il y aurait eu des crimes à juger du côté des Alliés, mais à l'époque, c'était une justice dans un seul sens. Il s'agissait de juger les nazis d'une part, et les Japonais d'autre part. Point barre. Et du coup, qu'est-ce que c'est devenu une fois que les procès étaient terminés? Est-ce qu'on dit, bon, bah, c'est bon, on ferme le tribunal, c'est fini, voilà? Ou est-ce Ouais. qu'on s'est dit, est-ce qu'on va reconstruire quelque chose à partir de ça? Est-ce que ça a Alors, persisté? les tribunaux ont été fermés puisqu'ils avaient été créés, je dirais, ad hoc, hein, comme on dit, pour une tâche bien définie. Euh, Bon, dès le lendemain de ces procès, les grands juristes internationaux, notamment sous la houlette de la Commission du droit international de l'ONU, ont réfléchi à la création d'une cour pénale internationale. Seulement, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les alliés n'étaient plus alliés. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait les Américains, les Anglais et les Français, et de l'autre côté, les Russes, qui étaient maintenant à couteau tiré. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des propositions au sein de l'ONU, eh bien, les Russes ont fait évidemment obstacle et il n'était pas question qu'ils acceptent que soit créé un tribunal international parce qu'ils avaient trop peur que les exactions de Staline, du camarade Staline, soient jugées. Hein, ou que l'agression dans certains cas de la Russie vis-à-vis de certains, enfin de l'URSS à l'époque, vis-à-vis de certains pays de l'Europe de l'Est soient jugés, hein, les événements de Hongrie, etc. Donc il n'était pas question qu'il y ait une justice internationale pour les soviétiques. Donc tout a été gelé jusque dans les années 90. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Alors, à partir de 1990, il y a eu un événement majeur. C'est d'abord 89, la chute du mur de Berlin, mais ça, c'est un événement en soi, mais c'est surtout la dislocation de l'Union soviétique. Et pendant un certain temps, les dirigeants qui ont remplacé les dirigeants soviétiques, c'est-à-dire Gorbatchev, puis après Yeltsin, ont joué le jeu de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus pratiqué cet obstacle permanent du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Donc, on a pu de nouveau faire avancer la justice internationale. Et il y a eu deux occasions pour le faire. C'est d'une part ce qui s'est passé en Yougoslavie. L'implosion de la Yougoslavie a entraîné des guerres, alors qu'on qualifie d'ethniques, mais il n'y a pas que ça, notamment entre Serbes, Croates, Bosniaques, etc.
Il y a eu des atrocités horribles. On ne s'imagine pas que à la fin du XXe siècle, il y a eu le siège d'une ville, hein, comme au Moyen Âge, Sarajevo, qu'il y a eu des épurations ethniques, il y a eu des massacres à Srebrenica, etc. Ça a été vraiment horrible. Et les Européens étaient impuissants. Ils ne se sentaient pas capables d'intervenir. Bon, finalement, ils se sont donné bonne conscience en créant un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour juger les génocidaires, les criminels de guerre. Alors, ça tombe bien que tu en parles parce que je voulais te poser la question. La Cour pénale internationale et le tribunal pénal international, c'est pas la même chose. Voilà, la Cour pénale n'existait pas à l'époque. Elle a été créée après. D'accord. Ce tribunal a été installé à La Haye. Alors pourquoi La Haye? Parce que La Haye donc, est la capitale, une des capitales du Royaume des Pays-Bas, avec Amsterdam, abrite toujours d'ailleurs la cour d'arbitrage. Et c'est un nid de juristes, hein, de juristes internationaux. Donc on s'est dit, ça serait bien de le faire là-bas. En plus, c'est dans un pays qui, sans être neutre, ça n'aurait pas eu le même impact si ça avait été créé aux États-Unis. On aurait dit, ouais, c'est les États-Unis qui manipulent tout. Donc là, on l'a créé aux Pays-Bas. Donc ce tribunal, il a eu beaucoup de mal à démarrer parce qu'il avait peu de moyens. Et puis la guerre n'était pas arrêtée. Il a été créé en 1993, alors que les guerres en Yougoslavie se sont terminées en 1999. Donc exercer la justice dans un pays qui est en guerre, avec évidemment une absence complète de collaboration des États concernés. Hein. Les Croates ne voulaient pas les livrer les criminels de guerre croates, les Serbes, les criminels de guerre serbes, etc. Hein. Chacun, évidemment, disait non, ce sont des patriotes, etc. Bon. Il s'est trouvé que en 1995, les États-Unis sont intervenus. Je dirais enfin. Bon, c'est pas pour me faire plaisir, moi qui suis un européiste convaincu, mais il faut reconnaître que les Européens n'étaient pas capables à l'époque de mettre fin à ces conflits. Ça a été les fameux accords de Dayton qui ont arrêté, au moins temporairement, le conflit en Bosnie-Herzégovine, qui était le principal centre où ça se déroulait. Et donc on a envoyé des forces de l'ONU pour faire respecter cet accord. Et ça a été l'occasion pour justement commencer à arrêter un certain nombre de criminels de guerre, de génocidaires, hein, qui ont pu être traduits devant le tribunal pénal international. Alors la guerre, elle a repris ensuite dans les années 98-99, quand la Serbie a tenté de mettre fin à la sécession kosovare. Hein. Les Kosovars, ce sont des Albanais, c'est des albanophones, et ils ne voulaient plus être sous la tutelle des Serbes. Bon, il y a eu de nouveau une guerre, et il s'est trouvé que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie avait une compétence qui n'était pas limitée dans le temps. Donc, une fois qu'il en a fini avec la Bosnie, il a jugé les criminels en Serbie et au Kosovo. Et notamment, il y a un cas emblématique, c'est Milosevic, qui était donc le président de la Serbie, qui a été traduit devant le tribunal pénal. Son procès s'est déroulé jusqu'en 2002, je crois, mais le problème, c'est qu'il est mort avant qu'on ait eu le temps de prononcer le jugement. Il est mort en cellule. Alors, il avait été livré par les Serbes, parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de régime en Serbie, et les Serbes étaient trop contents de se débarrasser de lui. Donc, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il a fonctionné à peu près jusqu'en 2017, hein, parce que c'est très long, les procès internationaux, très très long. Il faut retrouver le temps d'arrêter les criminels avec la collaboration ou la non-collaboration des États concernés, puisqu'il n'y a pas de police internationale. Hein. Il ne faut pas oublier qu'Interpol, ce n'est pas une police. Interpol, c'est un lieu d'échange des informations entre les polices. Mais il n'y a pas de flics avec un uniforme de l'ONU. Ça n'existe pas. Il faut que ces gens soient soit livrés par l'État dans lequel ils sont, qui en a assez d'eux, comme ça a été le cas de Milosevic, soit arrêtés lorsqu'ils se déplacent à l'étranger,
Hein. Il y a beaucoup de génocidaires qui ont été arrêtés parce qu'ils se sont réfugiés, notamment je parle du Rwanda, on va en parler dans un instant, qui se sont réfugiés en Belgique ou en France, hein, qui ont été arrêtés, ou alors grâce aux forces de l'ONU sur place qui mettent la main justement sur ces gens-là. Alors dans cette période, il y a eu un deuxième tribunal qui a été créé en 1994, c'est suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda. Donc on a créé, sur le modèle du tribunal de l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui siégeait, lui, à Arusha, en Tanzanie. Et donc, qui a jugé un certain nombre de... Alors, ce qui est intéressant, c'était la première fois au Rwanda qu'on utilisait l'inculpation de génocide. Parce qu'en ex-Yougoslavie, certes, ce crime avait été défini, mais il n'a pas été utilisé pour différentes raisons. C'est au Rwanda qu'il a été utilisé pour la première fois. Et le tribunal pour le Rwanda, il a fonctionné jusqu'en 2012. Il a fonctionné dans des conditions extrêmement difficiles. D'abord parce qu'à Arusha, quand il est arrivé, il n'y avait même pas de photocopieuse à sa disposition, il n'y avait rien du tout. Les premiers juges ont dû quasiment camper dans des locaux provisoires. Bon, après, il y a eu des locaux qui ont été construits, mais l'État rwandais n'a rien fait pour leur simplifier la tâche, parce que l'État rwandais n'était pas très content de les voir arriver. D'accord. Alors, tu parles de tout ça, ça soulève une question, c'est du coup qui, entre guillemets, gère les lois internationales, qui les édicte, qui les modifie, qui fait toutes ces définitions dont tu parles. Alors, j'ai entendu parler des conventions de Genève qui définissent certaines choses qui sont interdites. Je ne sais pas si c'est un rapport, peut-être que je mélange tout. Qui s'occupe de la législation internationale? Alors, qui s'occupe de la législation internationale? Eh bien, c'est à l'instigation des États que des juristes se réunissent. Alors maintenant, c'est sous l'égide de l'ONU, mais avant la création de l'ONU, c'était sous l'égide de la SDN, ou même au 19e siècle, c'était simplement des conférences internationales, et qui décident de pondre des textes qui doivent évidemment avoir l'accord des États participants pour réprimer un certain nombre de choses. Les premiers textes concernant la protection des individus, ça date du 19e siècle. C'est suite à la bataille de Sébastopol. Il y a eu tellement d'horreurs sur le terrain que pour la première fois, des gens se sont élevés, des juristes se sont élevés en disant il faut réglementer le droit de la guerre. Hein. Et les premières conventions sur ce qu'on appelle les crimes de guerre, eh bien, ça date du 19e siècle. Hein. Donc à chaque fois, c'est la prise de conscience d'un phénomène majeur qui amène les États à dire bon, oui, il faut qu'on arrête ça. On va réunir des juristes qui vont se mettre d'accord, qui vont nous soumettre un texte. Alors ce texte, après, il est donc signé par les États membres. Il doit être ensuite ratifié par les parlements des États membres de cette conférence. Mais tout le monde n'est pas forcé d'y adhérer. Il y a beaucoup de conventions internationales, on appelle ça des conventions, mais en fait ce sont des traités, hein, qui ne sont pas ratifiés par certains États majeurs. Par exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié un grand nombre de conventions internationales parce qu'ils s'estiment être au-dessus des lois, parce qu'eux, ils sont parfaits, évidemment, hein, bien sûr. Voilà, donc ce droit international, c'est un droit qui n'est pas créé par une autorité qui a un pouvoir, c'est créé par des juristes diplomates avec l'accord des États et entre certains États. Alors, ils servent de socle après, justement, à la justice internationale qui se réfère à ça pour prononcer ses jugements. Hein. Donc, tous les tribunaux se sont... et après, il y a une jurisprudence qui se crée. Ces tribunaux internationaux, ils prennent des décisions qui servent ensuite d'exemple à d'autres tribunaux. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, il y a des textes et il y a la jurisprudence. D'accord. Ok. Je voudrais qu'on parle peut-être aussi, on n'a pas encore évoqué, enfin on l'a juste évoqué justement, on n'est pas resté dessus en détail, de la Cour pénale internationale. On va y venir Qui parce que voilà, il y a une troisième génération de tribunaux. C'est que la deuxième génération, donc la Yougoslavie et le Rwanda, c'était des tribunaux imposés par l'ONU, donc par le Conseil de sécurité, et qui avaient la primauté sur les tribunaux nationaux.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient dessaisir les tribunaux nationaux en disant cette affaire-là, moi, je veux m'en occuper parce que si vous en occupez, ça va pas être, ça va pas être fait correctement. Donc, c'était des tribunaux qui étaient comme ça très mal ressentis parce que justement, ils avaient un droit une priorité sur les tribunaux nationaux. Alors la troisième génération, ça a correspondu à des conflits plus récents où là, on s'est dit, il faut quand même l'accord des États concernés parce que sinon, on n'arrivera pas à grand-chose. On ne peut plus rien leur imposer. C'est ce qu'on appelait les tribunaux mixtes, c'est-à-dire des tribunaux où il y a des juges internationaux, mais également des juges du pays. Et ces tribunaux sont créés à la demande ou avec l'accord des pays. Donc, dans cette troisième catégorie, on peut mettre pêle-mêle le tribunal concernant le Cambodge, qui a jugé les anciens génocidaires de Khmer Rouge, le tribunal pour le Liban, qui a pour mission de rechercher ceux qui ont tué Rafik Hariri et puis un certain nombre d'hommes politiques libanais. Il y a le tribunal pour le Sierra Leone, qui était chargé là aussi de poursuivre ceux qui ont commis des génocides là-bas. Et ce tribunal a d'ailleurs condamné Charles Taylor, qui était un chef d'État, non pas sierra-léonais, mais du Libéria, mais qui tirait les ficelles des génocidaires au Sierra Leone. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu encore, le Timor. Hein, le Timor, il y a eu des atrocités qui ont été faites au Timor-Leste. L'Est, c'est-à-dire Est en portugais, où les Indonésiens ont voulu annexer ce territoire et ont commis des atrocités. Là aussi, il y a eu un tribunal qui a été créé. Voilà les principaux tribunaux qui ont été créés dans cette période qui a correspondu, grosso modo, aux alentours des années 2000. Mais c'était à chaque fois des tribunaux ad hoc, chargés de juger quelque chose de bien particulier sur un territoire donné, pour une période donnée. C'est ce qu'on appelle en latin, le droit est rempli de termes latins, mais qui ont l'avantage en très peu de mots de définir ce que c'est. Quand on parle de justice, on parle de ratione loci, c'est-à-dire quelle est l'aire géographique qui est concernée. Alors, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, Timor-Leste, le Liban, etc. Ratione temporis, quelle période de temps, de telle date à telle date. On prendra les crimes qui ont été commis entre telle date et telle date. Ratione personae, quelles personnes on juge? Est-ce que c'est les personnes physiques? Est-ce que c'est les personnes morales? Par exemple, à Nuremberg, on a jugé le parti nazi, on a jugé des entités morales, ce qu'on n'a pas fait dans les tribunaux postérieurs. Et ratione materiae, c'est-à-dire quel crime on juge. Maintenant, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est le crime d'agression, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le génocide. Alors, si tu veux, on peut très rapidement en parler du contenu de ces 4 grands crimes, parce qu'on les retrouve pratiquement maintenant partout. Alors, crime de guerre, comme son nom l'indique, c'est un crime qui ne peut être commis qu'en temps de guerre, par, en général, des forces armées qui maltraitent des populations civiles ou des prisonniers. Parce que le droit de la guerre, tu peux tuer un soldat, tu n'as pas le droit de tuer un prisonnier. Hein, il est sous ta protection. Et puis tu n'as pas le droit de t'attaquer sciemment, délibérément aux populations civiles. Voilà. C'est ça le crime de guerre. Le crime contre l'humanité, souvent on le confond un petit peu, mais le crime contre l'humanité, il n'y a plus de contexte de guerre. C'est un crime qui est commis contre des gens pour différentes raisons. Alors ça peut être quelquefois des troubles civils, d'ailleurs, des guerres civiles, etc. Voilà, le crime contre l'humanité, c'est simplement qu'il n'y a pas le contexte de guerre et que là, il n'y a pas de forces armées régulières qui sont en cause. Troisième crime, c'est le génocide. Alors le génocide, là aussi, ces crimes, ils se recoupent un petit peu. Le génocide, c'est la volonté délibérée d'éliminer une population, soit en raison de sa religion, de sa race,
de sa couleur de peau, voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Hein. J'élimine des gens parce que ils sont croates, ils sont juifs, ils sont comme ceci et comme cela. Hein. Et ça, c'est une entreprise délibérée d'élimination systématique. C'est pas simplement tuer quelqu'un par-ci par-là. C'est un plan pour éliminer toute une population ou la déplacer. On va jusqu'à, par exemple, les grossesses forcées, les déportations, tous les mauvais traitements à l'encontre d'une population qui est désignée comme étant un ennemi intérieur, une cinquième colonne, etc. Le quatrième crime, c'est le crime d'agression. Alors, c'est celui qui a été défini le plus récemment. Hein. Ça remonte à 2000, je ne sais plus, 2012 ou 2013. C'est-à-dire un État qui attaque un autre. Parce que normalement, la guerre est hors la loi, sauf pour se défendre. On a le droit de faire la guerre pour se défendre. Mais on n'a pas le droit d'agresser un État sciemment. Il faut passer par le filtre, forcément, de la Cour internationale de justice quand on est indifférent. Et le crime d'agression, il a été très long à définir, parce que une agression, c'est à partir de quoi on peut dire qu'on est agressé. Hein. C'est très difficile d'un point de vue du droit. Quels sont les faits qui peuvent dire qu'on a été agressé? Et puis, en plus, c'est un crime qu'on peut reprocher à beaucoup de pays occidentaux. Quel est le pays occidental qui n'a pas fait de crime d'agression? Les États-Unis au premier chef, ils ont fait des crimes d'agression. On peut considérer que l'invasion de l'Irak, c'est un crime d'agression. Voilà, donc, tu penses bien que même ce que l'on a fait, on peut dire que nos interventions, par exemple en Libye, peut-être qu'elles peuvent être considérées comme un crime d'agression. Même les interventions de l'OTAN au Kosovo, c'était sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, et certains les ont considérées, pas forcément d'ailleurs sans que ce soit fondé, comme un crime d'agression. Normalement, pour qu'il n'y ait pas d'agression, c'est soit une guerre défensive ou alors un mandat explicite du Conseil de sécurité disant, voilà, on autorise tel et tel pays à intervenir dans tel et tel autre pays pour rétablir la paix, la concorde, etc. Voilà, c'est les 4 grands crimes qui sont le fondement de ce que je disais tout à l'heure, le rationné materiae, hein, c'est-à-dire la matière sur laquelle le tribunal va s'appuyer pour juger les gens. Et ça, il y a des textes maintenant dans ces 4 domaines. Alors, on va arriver à la Cour pénale internationale. Tous ces tribunaux, c'était des tribunaux temporaires. Donc, à chaque fois, il fallait qu'on se mette d'accord entre grandes puissances pour dire, bah oui, il faut qu'on crée un tribunal au Liban, au Cambodge, au Sierra Leone, en Yougoslavie. Et cet accord était souvent très difficile à obtenir, parce que quelquefois, il y avait des jeux de grandes puissances qui disaient non, non, attendez, là, circuler, il n'y a rien à voir, parce que j'ai des intérêts particuliers. Donc, la vieille idée d'avoir une instance internationale permanente, qui date quasiment du XXe siècle, est ressurgie. Elle a ressurgi justement à la faveur de cette période dont je parlais tout à l'heure, où l'URSS avait disparu et la Russie n'utilisait pas systématiquement son droit de veto. Et donc, c'est en 1998 qu'on a pu signer ce qu'on appelait les statuts de Rome. Alors, statut, c'est un autre mot pour dire traité. Hein. Souvent, les traités, on les appelle conventions, statuts, etc. Un certain nombre de pays ont décidé de créer une cour pénale internationale permanente. Donc désormais, on ne créera plus une cour pour chaque événement sur le globe. Juste, je me permets 2, 3 petites remarques sur le crime d'agression. En fait, ça me fait penser à la rhétorique qu'on entend souvent. Par exemple, on l'a vu dans le cas de la guerre en Ukraine, où Poutine a expliqué qu'il faisait une guerre préventive, que l'Ukraine elle a attaqué et que de toute façon, sur le territoire ukrainien, il y avait des laboratoires chimiques des États-Unis et que voilà, c'était pour se défendre contre l'OTAN. Voilà, j'ai l'impression que c'est justement des notions qui sont manipulées sous un dessin pour essayer de se dédouaner de voilà. Exactement, exactement. Il faut bien voir que par exemple, quand l'Allemagne a attaqué la Pologne, c'était sous prétexte que la Pologne avait créé des incidents de frontières.
tu vois. En fait, on a Oui. su après coup que c'était des nazis déguisés en soldats polonais qui ont créé sciemment des incidents pour donner un prétexte. Maintenant, le droit international, il est très clair, même s'il n'est pas respecté, c'est qu'on n'a pas le droit d'agresser un État. Si on n'est pas d'accord avec lui, il y a les diplomaties, il y a les tribunaux internationaux, ou alors on demande au Conseil de sécurité de dire quel est le méchant et quel est le gentil et d'autoriser une intervention. Ok. Mais ça, évidemment, avant que ça devienne la règle respectée par tout le monde, il se passera un certain temps. Alors cette Cour pénale internationale, elle a été créée par 123 États. Or, il y en a actuellement à peu près 195 ou 196 sur la surface du globe. Bien. Alors, on peut se dire, bah, c'est bien, 123 États sur 195, 196 qui acceptent non seulement de créer une cour pénale, mais qu'elle s'applique à eux-mêmes, hein, parce que c'est ça aussi, on le verra tout à l'heure, c'est bien. Sauf que, comme par hasard, parmi ceux qui n'ont pas signé, on a les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël et quelques autres. La Corée du Nord, bien sûr, toutes les dictatures n'ont pas signé. Donc, ceux qui ont signé, en fait, c'est les bons élèves. Hein. C'est comme si dans une classe, les bons élèves disent bah oui, on accepte de se soumettre à l'autorité du pion. Et que les mauvais élèves te disent on n'en a rien à faire, c'est pas le problème. Hein. Voilà. Donc c'est toute la limite de la Cour pénale internationale. On est en matière de droit international, ça suppose l'accord des États concernés. Il n'y a pas d'autorité supranationale, sauf dans l'Union européenne, qui peut imposer à des États de signer les statuts de la Cour pénale internationale s'il n'est pas d'accord. Donc autant dire que tous les États qui ont des choses à se reprocher, ils ne signent pas, ils n'adhèrent pas. D'ailleurs, il me semble qu'il y a quelques États qui, il y a quelques années, qui ont choisi de se retirer du Ouais. traité, peut-être par peur, peut-être par... Alors, pour deux raisons. Il y a effectivement par peur, c'est le cas des Philippines. Il y avait Duarte, le président Duarte, qui a mené une guerre contre la drogue, ce qui est en soi tout à fait estimable, mais qui l'a mené d'une façon, d'une brutalité, en piétinant tous les droits de l'homme, avec des milices, enfin, il y a des atrocités qui ont été commises, alors, pas seulement à l'encontre des trafiquants de drogue, mais à l'encontre des opposants, de tous ceux qui... bon, et il s'est dit, ça, on va me le reprocher, on va me traduire devant la justice internationale, donc je retire les Philippines du statut de Rome. Voilà. Il y a le Burundi aussi, qui a récemment connu des nettoyages ethniques. Le Burundi est voisin du Rwanda et il a un peu les mêmes problèmes de cohabitation entre Hutu et Tutsi. Il y a eu des problèmes de guerre ethnique et là aussi, les dirigeants se sont dit oh, non, non, mais attendez, bon, je me retire. Et puis les dirigeants africains ont reproché à la Cour pénale internationale, dans ses premières affaires, de n'avoir que des affaires concernant l'Afrique. Effectivement, quand on va sur le site de la Cour pénale internationale, on voit que c'est des affaires qui concernent le Congo ex-Kinshasa, hein, l'ex-Zaïre, qui concernent la Libye, le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, le Mali, etc. Il y a effectivement, pour le moment, il y a peu d'affaires concernant l'Europe ou l'Asie, hein, ou l'Amérique. Donc, l'Union africaine, les chefs d'État africains ont dit ouais, c'est une justice de blanc, on s'attaque à nous. Autant te dire que les dirigeants africains qui ne sont pas des modèles de démocrates, bon, il n'y a pas que, hein. En Europe, on a aussi des mauvais exemples. Ils étaient trop contents de trouver un prétexte. Alors, le prétexte, il a pu être tourné parce que sortir d'un accord international, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain. Il y a en quelque sorte une phase intermédiaire pendant laquelle tu es toujours sous le régime, alors c'est plusieurs années d'ailleurs, de la Cour pénale internationale. Et puis en plus, on a nommé un procureur, enfin plus exactement c'est une femme, qui venait de Gambie, pays d'Afrique. Donc le procureur de la Cour pénale internationale était une Africaine. Donc l'accusation de dire ouais c'est une justice de blanc,
tombait un petit peu. Ça a été fait Voilà. exprès, du coup, ou c'était... Bah, c'était un peu exprès, ouais. Ouais. Parce que la diplomatie n'est jamais très loin dans tout ça. Le droit, et malheureusement le droit international, est encore très influencé par la diplomatie, et notamment par la diplomatie des plus forts. Mais alors, du coup, juste pour remettre les choses en perspective, c'est une cour qui va juger... Allez, ça fait 20 ans qu'elle existe, elle a jugé combien d'affaires à peu près? Enfin, on a un Oh, ordre de très peu, grandeur. très peu. Il y en a à peu près une quinzaine, hein, une quinzaine entre les différentes affaires. Une quinzaine d'inculpés et il y a peut-être trois ou quatre procès qui sont arrivés au terme. Parce que c'est très long. C'est très long. Et puis en plus, malheureusement, le modèle sur lequel se calque la justice internationale, c'est le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la procédure accusatoire. C'est-à-dire que le juge a pour rôle de trancher entre la défense, représentée par les avocats, et l'accusation, représentée par le procureur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruction préalable par un juge. C'est, en fait, le juge est là pour trancher entre la défense et l'accusation. Donc, c'est extrêmement lent parce que quasiment tout se passe au cours du procès. Il n'y a pas eu ce travail préalable d'un juge d'instruction qui interroge des témoins, qui recueille des pièces, etc. Là, l'interrogation des témoins se fait au cours du procès. Donc, ça dure, c'est très long. De plus, il faut le traduire en plusieurs langues. Déjà, la plupart des procès internationaux, les cours internationales, elles ont deux langues de travail, le français et l'anglais, et très évidemment la langue des accusés. Donc, il faut trouver des traducteurs fiables. Il faut faire venir des témoins du fin fond de l'Afrique. Il faut les protéger parce que très souvent ils sont menacés. Il faut récolter des preuves sur des scènes de crime, mais dans des États qui ne sont pas encore en paix. Hein. Nous, c'est simple, on envoie des gendarmes et puis les gendarmes, ils recueillent les indices, etc. Mais quand on est dans un pays en guerre, où il y a des factions qui se déchirent, envoyer des gens pour collecter des preuves, autant dire qu'ils ne sont pas très bien accueillis. Hein. Les balles sifflent à leurs oreilles. Donc c'est extrêmement long. Et puis c'est une justice qui est faite à distance. La Cour pénale internationale a été installée à La Haye, mais les théâtres de crimes sont, pour la plupart, en Afrique, dans des États qui sont souvent ce qu'on appelle des États faillis, c'est-à-dire qui n'ont plus de justice qui tienne debout. J'en profite. Il y a eu des pressions qui ont été exercées contre la Cour pénale internationale, il y a eu Oh oui, des représailles, bien sûr. Et alors, les États africains, ils n'ont pas tellement de pouvoir, ils peuvent gêner sur place la collecte des preuves ou le contact avec les témoins, mais ils n'ont pas là suffisamment de puissance pour empêcher. Par contre, les États-Unis ont dit on ne veut pas que nos ressortissants soient traduits devant la Cour pénale internationale. Et Donald Trump s'était insurgé contre le fait que la Cour pénale internationale avait mis au menu la situation en Palestine, hein, c'est-à-dire contre Israël, qui est un protégé des États-Unis, et a pris des sanctions financières contre, d'ailleurs, la plupart des juges de la Cour pénale internationale. Et même avant lui, George Bush, qui avait la crainte que l'affaire de l'Irak soit déférée devant cette Cour pénale, avait interdit de collaborer avec la Cour pénale et avait même passé des accords avec un certain nombre de pays qui étaient plus ou moins, je dirais, en affaires avec les États-Unis, pour leur dire, vous signez un traité par lequel vous vous engagez à ne jamais traduire un militaire américain devant la Cour pénale internationale. Hein. Donc c'est invraisemblable. c'est osé quand même. Enfin, je sais Ah, pas c'est si ça a osé. été. C'est osé. Mais ils ont osé. Ils ont osé. Ok. Et Et il y a des États qui ont accepté de signer ça. je diverge un peu, mais enfin, je digresse, pardon, plutôt. Je digresse. Mais l'opinion publique américaine, elle en pense quoi de ça, de ces. Alors, elle n'en pense pas grand-chose parce que pour le fermier du Texas, tout ça, c'est des histoires qui sont dirigées contre les États-Unis. On nous en veut, alors que
nous sommes le gendarme du monde. On leur explique que c'est des mauvaises intentions pour nuire au rôle international des États-Unis. Donc il n'y a que quelques élites éclairées à New York ou en Californie, ou bon, là je suis peut-être un peu simplificateur, hein, je suis caricatural, mais qui disent oui, l'attitude des États-Unis est scandaleuse. Mais la plupart des citoyens américains, d'ailleurs, ils n'ont jamais entendu parler de la Cour pénale internationale, ils ne savent même pas ce que c'est. On pourrait faire le même sondage d'ailleurs en France. Hein. Et puis en plus, ils considèrent que c'est une gigantesque manipulation contre les intérêts des États-Unis. Voilà. Mais j'imagine que ça doit nourrir aussi les sentiments anti-américains dans les pays du Moyen-Orient ou Oui, bien sûr, parce qu'on dit là, c'est encore une anti-Occident. justice à deux vitesses. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'Israël ne sera jamais condamné devant la Cour pénale internationale tant qu'Israël n'aura pas adhéré au statut. Parce que le propre de la Cour pénale internationale, c'est que ne peuvent être traduits que les citoyens des États signataires ou les gens qui auraient été pris sur le territoire des États membres. C'est-à-dire que si effectivement un Américain commet des crimes contre l'humanité en France, la France étant signataire, elle peut, si elle veut, le traduire devant la Cour pénale internationale. Mais les États qui ne sont pas signataires, eh bien, ma foi, ils peuvent dire on n'en a rien à faire de la Cour pénale internationale. C'est un vrai truc D'ailleurs, question logistique très très naïve, mais du coup, comme c'est une cour qui n'a ni police ni moyens, hein, enfin, même si on attrape un accusé, on le met dans quelle prison? Dans la prison de l'État enfin, c'est Alors, une coopération avec l'idée, la police locale, je sais pas. il est très souvent transféré à la prison de La Haye. Il y a une Ah, prison d'accord. que l'État néerlandais a mis à disposition de la Cour pénale internationale. Et puis la Cour pénale internationale a passé des accords avec des États, pour l'essentiel des États européens, pour qu'ils accueillent, si je puis dire, entre guillemets, les condamnés pour exécuter leur peine dans leur prison. C'est-à-dire que par exemple la France, l'Autriche, la Suède, etc., ont dans leur prison des gens condamnés par la Cour pénale internationale et qui font leurs 15 ans, leurs 20 ans, leurs 30 ans. Hein. Alors, mais du coup, ça pose des problématiques diplomatiques complexes, parce que du Oh coup, oui, maintenant, Poutine est donc sous mandat d'arrêt. Donc, oui. ça veut dire qu'en théorie, il ne peut plus se déplacer dans des pays qui sont signataires, donc enfin, qui sont en tout cas, C'est pour ça qu'il n'est pas allé au sommet des BRICS en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est signataire des accords de la Cour pénale internationale. d'accord. Mais il y a peut-être des situations où il va s'y rendre, mais le pays ne va pas oser l'arrêter de peur de mettre sa diplomatie en. C'est exactement le cas de Omar el-Béchir, dirigeant soudanais maintenant qui a été renversé. Il est en prison dans son pays, mais qui, quand il était en fonction, on l'a accusé d'avoir commis des atrocités, enfin d'avoir fait commettre des atrocités au Darfour. Il s'est promené dans l'ensemble de l'Afrique, alors que la plupart des États africains sont signataires du traité de Rome, et il n'a pas été arrêté. Effectivement, c'est un peu, ouais, c'est une situation difficile. Ah Donc, oui. si on revient au cas de Poutine, alors je reviens sur la liste des crimes que tu citais. J'ai l'impression que la guerre en Ukraine coche un peu toutes les cases, puisqu'on a l'agression, il y a eu des déportations d'enfants, voilà, il y a eu une volonté génocidaire, donc Alors, la d'exterminer. Enfin, volonté génocidaire, elle est en droit, elle est un peu faible dans le cas de l'Ukraine. C'est pas pour dire qu'il ne se commet pas des atrocités, mais tu sais que le problème du droit, c'est de mettre la bonne inculpation sur le bon fait. d'accord. Or, le génocide, c'est une volonté de liquider toute une population pour des raisons ethniques, religieuses, etc. Or, autant le crime de guerre est évident, Boutcha, hein, les forces russes qui ont commis des atrocités vis-à-vis des civils. Le crime contre l'humanité aussi, la déportation des enfants des territoires qui ont été pris à l'Ukraine par la Russie, qui ont été déportés en Russie. Ça, le crime d'agression, il est évident. Hein, il est évident, l'argumentation de Poutine ne tient pas. Le génocide, sur le plan juridique, dans ce cas-là et dans l'état actuel des choses, non, il n'est pas fondé. Mais ça D'accord. ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peine très lourde.
souvent les gens considèrent que si on n'inculpe pas au titre de génocide, c'est rien du tout. Non, les peines, elles peuvent aller, le maximum maintenant de la justice internationale, c'est la réclusion à vie ou 30 ans. D'accord. Ouais. Ok. Mais du coup, sans la coopération de la Russie, qui de toute façon n'arrivera pas, enfin, ou à part s'il y a un renversement du gouvernement Exact, inattendu, exact. voilà, avec des opposants à Poutine, mais bon, ouais. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'États africains, mais même en Serbie. C'est que tous ces dirigeants qui sont accusés, au bout d'un certain temps, bon, alors dans un premier temps, évidemment, ils plastronnent en disant la justice internationale, j'en ai rien à faire. Et puis un beau jour, ils sont renversés par des opposants qui sont trop contents de les livrer parce qu'on s'en débarrasse. On refile la patate chaude à quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, ça devient C'est un outil souvent comme ça que politique. ça s'est passé. Donc voilà. Donc du coup, Poutine, à partir du moment où il fait attention où il se déplace, a priori, il reste relativement en sécurité Voilà, pour sa part. jusqu'au jour où peut-être il sera renversé par quelqu'un d'autre qui dira, bah attends, allez hop. Parce que le principe de la Cour pénale internationale, c'est que normalement, elle n'est appelée à juger que pour autant que la justice du pays concerné ne juge pas elle-même. Hein, D'accord. tout à l'heure, je prenais le cas d'un Américain qui commettrait des crimes contre l'humanité en France. Bon, c'est peu probable, mais bon. Euh, il sera jugé par la justice française. À partir Ok. du moment où c'est un procès équitable, que la justice fonctionne normalement, la Cour pénale internationale n'a pas à intervenir. Elle n'intervient que quand la justice du pays n'est pas en mesure, pour différentes raisons, de rendre la justice, soit parce qu'elle est influencée, manipulée, soit parce que c'est un État qui est en guerre. Ou alors quand le Conseil de sécurité de l'ONU lui transfère un cas. Ça a été le cas d'ailleurs d'Omar El-Béchir. Hein. Mais alors ça, De sécurité. qui décide que la justice du pays est incompétente? Parce qu'on pourrait très bien imaginer donc un pays signataire qui dit non, non, je juge mes dirigeants moi-même, pas de problème, et qui, bon Bah, bah, c'est les instances internationales, c'est souvent le Conseil de sécurité qui dit bah, dans tel État, les structures étatiques se sont effondrées, la justice n'est plus rendue. C'est une question d'appréciation éminemment subjective. ok, Parce que par exemple, l'État russe, il ne s'est pas effondré. La oui, justice russe, elle existe, elle fonctionne. Sauf que la justice russe, on est à peu près tous convaincus qu'elle fonctionne aux ordres de Poutine. tout à Et fait. là, c'est quelque chose de très subjectif. Autant quand tu as un État africain dont les structures étatiques ont complètement disparu, comme la Somalie, par exemple, hein, prenons le cas de la Somalie, là, c'est évident. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, il n'y a plus de justice, c'est la guerre civile. Bon, là, il y a un consensus à peu près général. Mais dans un État qui fonctionne, qui est en paix à l'intérieur, puisque la Russie elle n'est pas en guerre, non, elle fait une opération spéciale, pardon. Le jugement, il est forcément subjectif. Ok. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, c'était hyper intéressant. Mais je t'avoue que maintenant, je suis partagé entre du coup le côté, on va dire, positif, espoir. Il y a une justice internationale qui commence à exister, des choses qui, il y a un siècle, étaient impunies. Bah, maintenant, il y a un tribunal qui est compétent pour les juger. Mais de l'autre, les galères de coopération, le fait que des États peuvent juste se retirer, se cacher et dire non, non, moi, j'accepte pas la difficulté, la lenteur des procédures. Bon, quel bilan on fait de cette Cour de justice et quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, les bilans, évidemment, les bilans sont toujours mitigés de tous ces tribunaux internationaux parce qu'il y a des gens qui sont passés au travers des gouttes, hein, qui ont pu s'enfuir, se cacher dans des pays qui n'étaient pas signataires, etc. Donc, il y a des trous dans la raquette, c'est évident. Mais on a quand même condamné des gens. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il a quand même condamné 163 personnes, parmi les plus hauts responsables serbes, croates, bosniaques, etc. Donc, il y a des gens, ça sert de valeur d'exemple. C'est le problème de toute justice, c'est qu'on peut toujours dire que la justice, elle n'attrape pas un certain nombre de personnes, mais elle arrive à en condamner quand même quelques-uns, et c'est des condamnations qui sont emblématiques et qui devraient dissuader les futurs criminels. En fait, c'est peu probable, mais bon. Voilà.
Alors, ça a le mérite d'exister. Progressivement, les opinions publiques acceptent de moins en moins l'impunité. À une certaine époque, ça passait inaperçu, mais les gens sont de mieux en mieux informés. Et maintenant, quand il y a des crimes de masse à l'autre bout du monde, tout le monde est informé et dit mais il faut faire quelque chose. Hein. C'est sous l'influence de l'opinion publique, d'ailleurs, qu'il s'est fait quelque chose en Yougoslavie. Parce que dans un premier temps, les États européens n'avaient pas du tout envie de faire quoi que ce soit, hein, en disant, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura des progrès. Ça sera lent, ça sera décevant, hein, rageant par moments. Bon. Et tout ça, c'est lié quand même à la nature des relations internationales. Le principe fondamental des relations internationales, c'est l'égalité souveraine entre États. Il n'y a pas d'autorité supranationale, sauf dans quelques régions du monde bien limitées, comme l'Union européenne. Mais c'est pratiquement le seul exemple. Tout État a le droit de mener la politique qui lui convient. Et l'ONU n'a qu'un droit, je dirais, de réprimande. Alors, théoriquement, le Conseil de sécurité est investi d'une mission par le chapitre 7 des statuts de l'ONU d'intervention quand ça va très mal. Seulement, le Conseil de sécurité de l'ONU, d'abord, ce n'est pas tous les États du monde, c'est 15 États, et il y en a 5 qui sont plus égaux que les autres. C'est les 5 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, et la Russie, pardon, qui ont un droit de veto. C'est-à-dire que toute proposition de résolution du Conseil de sécurité qui ne leur convient pas, ils peuvent dire non, pas d'accord, rien ne se fait. On voit que c'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale et Exactement. Tant qu'on n'aura pas mis au panier ce droit de veto, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que l'ONU, finalement, c'est 5 grandes puissances qui font la pluie et le beau temps. Rien ne peut se faire sans elles ou contre elles si elles ne sont pas d'accord. Ouais, ce qui est problématique dans le cas de, maintenant de la Chine et la Russie qui sont devenus. Voilà. Et ça, il ne faut pas attendre que ces États renoncent volontairement à leur droit de veto. Bien sûr, tout à fait. Forcément. Moi, personnellement, j'ai des idées en la matière. Je considère que le droit de veto, eh bien, il devrait être soumis ensuite à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est-à-dire qu'un État qui met un droit de veto, on devrait pouvoir transmettre la résolution concernée à l'Assemblée générale des Nations unies, où là, il y a les 196 États, lesquels on les ferait voter, par exemple, à la majorité de 2 tiers, une majorité qui soit vraiment significative, pour dire non, finalement, cette résolution, nous, États, on est d'accord pour qu'elle soit appliquée, bien que les États-Unis, la Russie, la France ou la Chine, eh bien, ou la Grande-Bretagne aient mis leur veto. Mais ça, c'est moi qui parle. Je ne suis pas le seul à parler comme ça. Hein. Mais pour le moment, ça n'existe pas. D'accord. Qui d'ailleurs réfléchit à l'évolution de cette justice? Est-ce qu'il y a des discussions en cours dans les États, parmi les grands Oui. juristes? Alors, les ONG, les organisations non gouvernementales, ont un rôle de plus en plus important. Parce qu'elles ont un certain écho maintenant, elles émettent des opinions et elles trouvent des échos dans l'opinion publique, hein, que ce soit Amnesty International, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la Fédération internationale des droits de l'homme, que ce soit... Il y a un certain nombre d'ONG comme ça qui ont pris une telle ampleur, qui ont des budgets relativement importants et qui sont des chambres d'écho et qui disent au gouvernement avancé. Et les négociations pour la création de la Cour pénale internationale ont été sous la pression permanente des ONG, qui ont dit aux États, ah, vous cherchez à saboter la négociation, on va le dire sur la place publique. Et un État n'aime pas être mis en accusation. Alors, il y en a qui s'en fichent parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils n'en ont rien à faire. Mais il y a beaucoup d'États qui ont quand même une culture démocratique et que la France, la Norvège ou je sais pas quoi, ou le Mexique soient accusés sur la scène internationale par une ONG de saboter,
ça fait mauvais genre, hein, et en général, les gouvernements n'aiment pas trop ça. Et ça fonctionne relativement bien, hein, dès lors que les intérêts fondamentaux de l'État, évidemment, ne sont pas remis en cause. Quand c'est des choses un petit peu marginales, ils se disent, bon, allez, d'accord, allez, on va faire les bons élèves, on va accepter de signer, on va accepter de... Ouais, effectivement. Alors, je fais un peu de politique, hein, du coup, parce que je m'inquiète souvent de la montée des extrêmes qu'on peut observer dans pas mal de pays, des pays d'Europe notamment. C'est souvent des partis qui sont très nationalistes et pour la souveraineté des États. Est-ce que c'est des partis qui souvent préféraient justement se désengager de ce genre de traité? Oui, 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 oui. Quand on voit les programmes de tous ces partis nationalistes, c'est de dire on va récupérer notre souveraineté, on va sortir de toutes ces conventions internationales qui nous gênent, etc. Regarde, un État qui a une tradition démocratique comme la Grande-Bretagne, hein, quand même, ça a été pendant longtemps un exemple de démocratie parlementaire. Eh bien, un des arguments du Brexit, c'était de sortir justement de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ça ne concerne pas la justice pénale internationale, c'est encore un autre type de justice. C'est de dire, oui, on ne peut pas foutre les migrants dehors comme on veut, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays manu militari, parce qu'on est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, ou de la Convention sur les migrations, des choses comme ça. Donc tous les régimes autoritaires qui sont pour des solutions énergiques, eh bien, pour eux, le droit international les empêche de faire ce qu'ils veulent, les empêche de remplir leur programme électoral. Ils se présentent comme des gens qui vont résoudre les situations que les autres n'ont pas réussi à résoudre, avec des grands effets de manche. Donc, toutes ces conventions, ces tribunaux internationaux, on n'en a rien à faire. On récupère de souveraineté et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, ils ont tous dans leur programme de sortir des instances judiciaires internationales, de déchirer un certain nombre de conventions qui les gênent, hein. Voilà. Exemple, la Turquie d'Erdogan a déchiré, a retiré son adhésion à la Convention d'Istanbul. Non, parce qu'elle a été signée à Istanbul du Conseil de l'Europe, qui protège les femmes contre la maltraitance, en disant oui, c'est pas conforme au droit islamique. Ouais, évidemment. Pas C'est conforme au droit islamique. c'est- c'est triste. Je lisais en parallèle aussi que aux États-Unis, en fait, ça fonctionne un peu en alternance avec les républicains et les démocrates, Ouais. et que bah, la Cour pénale internationale s'était attirée les foudres de Donald Trump. Et au contraire que voilà, sous Obama, c'est un peu mieux. Sous Biden, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, Biden a levé les sanctions contre les juges et procureurs de la CPI, mais il n'est toujours pas question que les États-Unis ratifient le traité de Rome. Voilà. D'accord. Parce que les États-Unis considèrent que eux, ils ont une justice qui fonctionne, que eux, ils sont capables de juger leurs militaires quand ils commettent des atrocités. Bon, il y en a assez peu qui ont été jugés, hein, suite à des atrocités en Irak ou en Afghanistan. Et puis quand on voit ce qui se passe à Guantanamo, Guantanamo, c'est l'exemple même du non-droit, hein. C'est invraisemblable d'enfermer des gens sans procès pendant des années dans une espèce d'entité hors du droit américain, bien qu'étant sous souveraineté américaine, hein. Les gens ne peuvent même pas être transférés pour être jugés par un tribunal américain. Donc, ils sont enfermés pendant des années. Alors, soit par lassitude, on les relâche, soit ils meurent, soit ils y restent. Bon, ça c'est indigne d'une grande démocratie comme les États-Unis, ce qui se passe à Guantanamo. Tout Là, à ça fait. mériterait un jugement de la Cour pénale internationale, mais qui ne peut rien faire parce que les États-Unis ne sont pas membres. Ok. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour des grandes lignes du sujet. Enfin, on pourra en parler encore pendant super longtemps. Mais là, je pense avoir un aperçu, donc pas mal de comment ça fonctionne, comment c'est apparu. C'est jeune, en fait, comme histoire.
Oui. Il va se passer encore beaucoup de choses, je pense, dans les décennies et siècles à venir. Ça mérite d'être suivi, mais c'est intéressant de comprendre le contexte de naissance de ces instances pour voilà, de voir les belles volontés qu'il y a derrière, les obstacles rencontrés. Il y a aucune problématique qui semble facile là à résoudre. Mais voilà, on ne peut qu'espérer le meilleur et que les choses évoluent dans le bon sens sur long terme, hein, malgré les reculs des fois localisés dans le temps et dans l'espace. Voilà, c'est une histoire pleine d'histoire, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est un droit en construction. C'est quelque chose dont les générations futures pourront être fiers en disant oui, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais ils ont lancé le mouvement. Ce mouvement, jusqu'ici, il n'y a pas eu de recul majeur. On n'est pas revenu en arrière. On n'est pas allé assez vite, on n'est pas allé assez loin, mais on a enclenché un mouvement qui, s'il se poursuit, fera qu'il n'y aura plus d'impunité. Alors on peut toujours rêver, moi je suis un peu un idéaliste, qu'il n'y aura plus d'impunité, qu'on n'aura plus de gens qui peuvent massacrer en toute quiétude des populations entières. Hein. Qu'on n'aura plus jamais d'Hitler ou de Mussolini ou de sinistres personnages de ce genre. Mais là, je suis un peu rêveur. Hein. C'est mon aspect rêveur. C'est difficile, hein. Moi, ce qui m'a beaucoup affecté, c'est de voir, bah, notamment avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, la faiblesse en fait qu'on ne croyait pas des instances démocratiques, des gens qui ont poussé les choses jusqu'au bout. Et en fait, ça tient à un fil des fois pour que des grandes démocraties voilà, soient renversées. Oui, parce que Le... la démocratie, c'est le respect de principes et de textes. Et quand tu n'as plus de principes, tu peux faire n'importe quoi. Tout à fait. Pareil, en Russie, on avait beaucoup d'espoir avec la chute de l'URSS. Voilà, et puis finalement, on observe un retour en arrière. La Chine, ça semble pas s'améliorer. La Corée du Nord continue à être menaçante. Donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes encore. Ouais. Mais bon, voilà, on essaie de mieux comprendre les institutions pour essayer de tous participer à un avenir meilleur pour elles-mêmes. Donc je pense que c'est très utile. Merci beaucoup en tout cas Frédéric pour toutes ces connaissances que tu as déversées en moi et à nos auditeurs, je l'espère. En tout cas, moi J'espère que je ne t'ai pas noyé sous ce déversement. non, non, non. Il y a beaucoup d'informations, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Je t'avoue que ça donne envie de se renseigner. On aurait pu détailler chacune des situations, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Libéria, au Kosovo, au Rwanda, tout ça, parce que c'est des choses sur lesquelles dont j'ai entendu parler, je pense, comme beaucoup de gens. Mais je suis incapable d'expliquer quelles sont les origines de chaque conflit et de chaque chose, donc ce sera peut-être l'occasion d'autres épisodes futurs. D'accord. Mais en tout cas, voilà, ça quand même donne déjà un fil conducteur pour comprendre un peu comment on réagit à ces événements et, euh, et le rôle que peuvent jouer ces instances. Merci beaucoup en tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.